Les livres d'histoire du territoire du Colorado sont remplis de hors-la-loi tristement célèbres et de ruées vers l'or sanglante. Mais les archives, dans le sous-sol poussiéreux du palais de justice de Bitter Creek, cachent une légende d'un tout autre genre. C'est l'histoire d'un nœud coulant truqué, d'une veuve désespérée et d'un homme qui sentait le pain et la poudre à canon. Au matin glacial du 14 novembre 1882, alors qu'Abigail Sterling se tenait sur la potence, la corde de chanvre rugueuse lui irritant le cou, elle a baissé les yeux vers un homme des montagnes immenses dans la foule et a murmuré son ultime et terrifiante vérité. Sa réponse n'a pas seulement arrêté l'exécution, elle a mis à genoux une ville corrompue et sanguinaire. Écoutez attentivement, car c'est ainsi que se forgent des vraies légendes. La ville de Bitter Creek était une cicatrice déchiquetée sur les contreforts des montagnes sangres de Cristo. C'était un endroit où la moralité se mesurait en onces d'argent et où la loi était ce que le shérif Caleb Reed décidait qu'elle était avant son premier whisky du matin. À l'automne de l'an 1882, ce n'était pas un endroit pour une femme seule. Abigail Sterling était arrivée 6 mois plus tôt par la diligence de Saint-Joseph, vêtue de noir, en deuil, et ne transportant qu'une machine à coudre Singer et une malle de vêtements usés. Son mari, un instituteur, avait succombé à la tuberculose dans les plaines arides du Kansas, la laissant sans le sou. À Bitter Creek, elle s'était taillée une existence modeste et tranquille, raccommodant les chemises des mineurs et cousant de la toile épaisse pour le magasin local. C'était une femme d'une dignité discrète, avec des yeux sombres et observateurs et des mains calleuses, qui faisait profil bas dans une ville qui prospérait grâce à des vices bruyants. Mais à Bitter Creek, les ennuis demandaient rarement une invitation. Tout s'est passé un mardi soir par un froid glacial. Abigail avait été engagée pour réparer les lourds rideaux de velours du vaste bureau de Josiah Higgins à la Banque des mineurs de Bitter Creek. Higgins était le principal bienfaiteur de la ville, un homme dont la richesse n'était éclipsée que par son arrogance. Vers 10 heures, un coup de feu a brisé le silence glacial de la rue principale. Quand le shérif Reed et une demi-douzaine de clients du Saloon O'Malley ont défoncé les lourdes portes en chaîne de la banque, ils ont découvert une scène tout droit sortie d'un roman de guerre. Thomas Rohr, le chef comptable de la banque au tempérament doux, gisait mort sur le sol, le crâne écrasé par un lourd poids de registre en fer. Un unique trou de balle traversait le plafond, là où son revolver s'était déchargé en tombant. Et au-dessus de lui se tenait Abigail Sterling, les mains tachées d'un sang pourpre et sombre. Elle tremblait violemment, fixant ses mains dans un état de choc absolu. Je l'ai trouvé, balbutia-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure face aux accusations hurlantes des hommes qui s'entassaient dans la pièce. J'étais dans l'arrière-salle. J'ai entendu la lutte, le coup de feu. Le shérif Reed, un homme aux yeux froids et sans expression, avec une étoile épinglée sur un gilet taché de graisse, n'a pas hésité. Il a attrapé Abigail par son bras mince, sa poigne lui meurtrissant la chair. « On est loin de l'aiguille à coudre, veuve Sterling », a-t-il ricané. Il a montré le coffre-fort ouvert derrière le bureau, complètement vidé de la paie de la semaine. « On dirait que vous en aviez marre de survivre avec 3 sous. Vous lui avez fracassé la tête quand il vous a surprise dans la chambre forte. »« Non !» s'est écrié Abigail, se débattant contre la poigne de fer du shérif. « Ce n'est pas moi. Je suis venu pour l'aider. Je me suis agenouillé. J'ai essayé d'arrêter le saignement. »« Gardez ça pour le juge Blackwood », a aboyé Reed en la traînant vers la porte. Alors que l'agitation se répandait sur l'artère boueuse et gelée, une silhouette solitaire se tenait sur le trottoir en bois de l'autre côté de la rue, observant le spectacle avec des yeux aussi perçants et impitoyables que ceux d'un faucon. Son nom était Silas Boone. Pour les habitants de la ville, Silas était plus un mythe qu'un homme. Il vivait haut dans les montagnes, à la limite des arbres, un homme des bois qui ne descendait la Bitter Creek que 2 fois par an pour échanger ses peaux de castor et de loup, épaisses et méticuleusement traitées contre du café, de la poudre noire et du sel. Il mesurait d'1,93 m, un mur de muscles bruts enveloppé dans un lourd manteau en peau de bison, une épaisse barbe noire encadrant un visage buriné par les vents de blizzard et le soleil d'altitude. Un énorme fusil Sharps pour bison reposait nonchalamment sur son épaule et un couteau de chasse de la taille d'une épée courte pendait à sa ceinture. Silas connaissait la nature sauvage.
Il savait pister un élan blessé sur des kilomètres de roches nues. Il connaissait l'odeur d'un blizzard imminent. Et par-dessus tout, il connaissait l'odeur d'un prédateur. Alors qu'il regardait la veuve terrifiée et sanglotante se faire traîner dans la boue par le shérif, tandis que le maire Higgins se tenait sur le porche de la banque, se lamentant théâtralement de la perte de l'argent de la ville. Silas sentit un grondement sourd et dangereux dans sa poitrine. Dans les montagnes, la survie signifiait voir le monde exactement tel qu'il était, sans les mensonges que les hommes se racontent pour se rassurer. Et à cet instant, en regardant la scène qui se déroulait devant lui, Silas Boone savait qu'il regardait un mensonge mortel et mal construit. Il a ajusté la lourde lanière de cuir de son fusil et a quitté le trottoir de bois, ses bottes crissant dans la boue gelée. Il n'était pas un homme de loi, et il n'était certainement pas un sauveur, mais il méprisait un piège truqué, qu'il soit tendu pour un loup ou pour une femme. Au lever du soleil, la ville de Bitter Creek s'était transformée en une meute de loups affamés. La paie volée signifiait que la moitié des mineurs de la ville n'enverraient pas d'argent à leurs familles dans l'Est, et la colère était une chose palpable et laide. Le procès, qui s'est tenu dans l'arrière-salle du Saloon d'Ali parce que le toit du palais de justice s'était effondré sous la neige 2 ans auparavant, n'était rien de moins qu'une farce théâtrale. Le juge Henry Blackwood, un homme qui devait sa position entièrement au soutien financier de Josiah Higgins, présidait la salle avec un marteau dans une main et un verre de bourbon dans l'autre. Abigail était assise sur un tabouret en bois au centre de la pièce. Le sang avait séché sur ses jupes, donnant au tissu sombre une couleur brun-rouille et rigide. Son visage était cendré, des cernes sombres meurtrissant la peau sous ses yeux après une nuit dans la cellule de prison glaciale et infestée de rats. Elle paraissait incroyablement petite, un oiseau solitaire entouré d'un cercle de chiens de chasse. La cour appelle l'affaire de la ville contre Abigail Sterling, a prononcé le juge Blackwood en bredouillant légèrement, frappant son marteau. Les chefs d'accusation sont le vol de 5 500 $ en certificats d'argent et le meurtre brutal de Thomas Rohr. Il n'y avait pas d'avocat de la défense. Abigail fut forcée de parler pour elle-même. « J'ai dit la vérité au shérif », dit Abigail, sa voix tremblante mais empreinte d'une résolution désespérée. « J'étais dans le salon en train d'épingler les rideaux. J'ai entendu 2 hommes se disputer. J'ai entendu M. Rohr dire « Vous ne pouvez pas faire ça. Les livres ne le cacheront pas. » Puis il y a eu un bruit terrible et un coup de feu. Je me suis caché un instant. Quand je suis sorti, la porte de derrière était grande ouverte et M. Rohr était par terre. Je me suis agenouillé près de lui. C'est comme ça que le sang est arrivé sur mes mains. Je le jure devant Dieu. Une histoire captivante, veuve, interrompit Josiah Higgins en sortant de la foule. Il était impeccablement vêtu d'un costume de laine taillé sur mesure, un cigare non allumé serré entre les dents. Sauf que la porte de derrière était verrouillée de l'intérieur quand le shérif et moi sommes arrivés, et il n'y avait personne d'autre dans ce bâtiment que vous et le pauvre Thomas. Ça me peine de le dire. Mais la pauvreté pousse les gens à des actes désespérés et mauvais. La foule murmura en signe d'approbation rageuse. Debout près des portes battantes au fond du saloon, Silas Boone restait parfaitement immobile, une montagne silencieuse d'hommes se fondant dans l'ombre. Il avait passé les premières heures de la matinée à faire ce qu'il faisait de mieux, pister. Pendant que la ville était occupée à construire une potence, Silas avait marché dans la ruelle derrière la banque. Le gel était épais, mais pour un homme capable de suivre un puma sur des aiguilles de pin sèche, l'épreuve était flagrante. La porte de derrière avait été ouverte. Il y avait des empreintes de bottes dans le gel, des bottes de Wilshire à semelles lisses, pas les lourdes bottes cloutées d'un mineur ou les chaussures en cuir souple d'une veuve. De plus, Silas avait parlé brièvement au vieux docteur Henderson, le médecin surmené de la ville, qui avait examiné le corps. « Il lui a fendu le crâne, Silas », avait murmuré le docteur autour d'une tasse de café noir, frappé à la tempe droite par derrière, un coup écrasant et massif. Silas observait Abigail au centre de la pièce. Elle était en ce moment forcée de signer un document de plaidoyer formel par le greffier du tribunal. Silas la regarda prendre la plume. Elle la prit dans sa main droite. Elle trempa la plume dans l'encre avec sa main droite. Un coup écrasant et massif à la tempe droite, par derrière. Pour une personne droitière se tenant derrière une victime,
Frapper la tempe droite avec un lourd poids de fer nécessiterait un revers en travers du corps incroyablement maladroit, avec assez de force pour briser un os. C'était biomécaniquement absurde. Le coup devait provenir d'un homme gaucher. Les yeux de Silas passèrent d'Abigail à Josiah Higgins. Il regarda Higgins chercher dans la poche de sa veste pour en sortir une montre de poche en argent. Il la sortit de sa main gauche. Étant donné les preuves irréfutables, annonça le juge Blackwood, pressant la procédure avant que la beuverie de midi ne puisse commencer sérieusement, et le sang trouvé sur l'accusé, ce tribunal déclare Abigail Sterling coupable de vol et de meurtre. Conformément à la loi territoriale, je la condamne à être pendue par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. La sentence sera exécutée à l'aube demain. Un rugissement collectif d'approbation sauvage s'éleva des mineurs. Abigail s'effondra du tabouret, tombant à genoux sur le sol couvert de sueur, ses mains couvrant son visage alors qu'elle éclatait en sanglots silencieux et brisés. Elle avait perdu tout espoir. Elle était entièrement seule au bout du monde et elle allait mourir pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Silas Boone ne bougea pas. Il ne cria pas. Il se tourna simplement et sortit par les portes battantes dans le vent glacial de l'hiver. Il avait du travail à faire et un piège à tendre. Le ciel de l'aube sur Bitter Creek avait la couleur d'une prune meurtrie, un violet contusionné et un gris ardoise froid. Un vent glacial hurlait depuis les cols de montagne, soulevant des tourbillons de neige et de poussière gelée. Malgré la température glaciale, il semblait que chaque âme du comté s'était rassemblée sur la place boueuse devant le Saloon d'O'Malley. Une potence de fortune avait été érigée à la hâte avec de lourdes poutres de pin. Le bois frais brillait d'une lueur pâle contre le sombre matin. Le shérif Reed fit sortir Abigail de la prison. Ses mains étaient brutalement liées derrière son dos avec du cuir brut épais. Elle ne portait pas de manteau, seulement sa fine robe de coton noir, et elle frissonnait violemment, ses lèvres teintées de bleu. Ses yeux étaient vides, fixés sur les marches en bois menant à la plateforme. La foule était une mer de visages endurcis, ouant et crachant à son passage. « Voleuse !» cria une femme depuis le trottoir. « Pendez la meurtrière !» hurla un mineur. Le souffle d'Abigail se coupa dans sa poitrine. Elle trébucha sur la première marche en bois, ses genoux cédant, mais le shérif la releva par ses bras liés, la poussant sur la plateforme. Sur la plateforme se tenait Josiah Higgins, l'air solennel et portant un lourd manteau doublé de fourrure. Il hocha la tête respectueusement à la foule, jouant parfaitement le rôle du patriarche endeuillé de la ville. Le bourreau, un adjoint avec un sac sur la tête, passa le lourd nœud coulant rugueux autour du cou d'Abigail. La corde grossière érafla sa peau délicate. Abigail ferma les yeux. Des larmes gelèrent sur ses joues. Elle regarda la mère de visage haineux, réalisant que c'était la fin de son histoire, destinée à être oubliée, déshonorée et enterrée dans une tombe anonyme dans la terre gelée. Puis la foule s'écarta. Ce ne fut pas un mouvement soudain, mais un recul lent et instinctif, comme un troupeau de bétail sentant un grizzly dans les broussailles. Silas Boone descendit le centre de la rue principale. Il ne se pressait pas. Ses foulées étaient longues, délibérées et silencieuses. Il portait son lourd manteau de bison déboutonné, révélant le couteau massif à manche en bois de cerbe à sa ceinture et 2 revolvers Colt dans des holsters à ses hanches. Il s'arrêta à 3 mètres de la base de la potence, plantant ses bottes dans la boue gelée. Il croisa les bras sur sa large poitrine et regarda droit vers la plateforme. Les huées de la foule s'éteignirent lentement, remplacées par un silence nerveux et crépitant. La présence de l'homme des montagnes était un poids physique dans l'air. Abigail ouvrit les yeux et baissa le regard. À travers le flou de ses larmes, elle croisa le regard de Silas. C'était le seul visage dans la foule qui ne la regardait pas avec haine. Ses yeux étaient calmes, ancrés et férocement intelligents. Dans un moment de terreur pure et brute, la froide réalité de la corde autour de son cou brisa sa dernière once de sang-froid. Elle se pencha légèrement en avant au bord de la plateforme, regardant droit dans les yeux de Silas. « Ils vont me pendre », murmura-t-elle. Sa voix était à peine un souffle, fragile comme du verre, porté par le vent du matin sur le silence glacial de la place. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était l'abandon tragique et déchirant d'une femme brisée. Silas Boone soutint son regard pendant un battement de cœur. Puis il décroisa les bras. « Non, madame !» La voix de Silas gronda. Ce n'était pas un cri, mais un baryton profond et résonnant
qui se répercuta sur les façades en bois des magasins comme un roulement de tonnerre. Ils ne le feront pas, parce que la corde est autour du mauvais coup. La ville entière de Bitter Creek tomba dans un silence de mort. On pouvait entendre le vent siffler à travers les poutres de pin de la potence. Le shérif Reed posa une main sur la crosse de son revolver. « Boum !» prévint-il, la voix tendue par une anxiété soudaine. « Restez en dehors de ça. Ce sont les affaires de la ville. La femme a été jugée et condamnée. Elle a été victime d'un coup monté, dit Silas, montant une lourde marche sur l'escalier de la potence. Le bois gémit sous son poids immense. Vous avez tenu un procès sans preuve, shérif. Alors, je suis allé en trouver pour vous. Josiah Higgins força un rire froid. Et qu'est-ce qu'un trappeur de fourrure couvert de terre connaît aux preuves? La femme a été trouvée avec du sang sur les mains. Elle a été trouvée à genoux dedans, corrigea Silas, montant une autre marche. Il était maintenant au niveau des yeux des hommes sur la plateforme. Parce qu'elle est droitière. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Mais Thomas Rohr n'a pas été tué par un coup de droitier. Le docteur Henderson témoignera que le crâne du commis a été écrasé à la tempe droite par derrière. Un coup mortel porté par un gaucher. La main gauche de Higgins se contracta instinctivement vers sa poche. Les yeux de Silas captèrent instantanément le mouvement. De plus, continua Silas, sa voix résonnant dans le silence de mort de la place. Il plongea la main dans la poche profonde de son manteau et en sortit un petit objet scintillant. Il le jeta sur les planches de bois de la potence. Il atterrit avec un cliquetis sec juste au pied des bottes polies de Higgins. C'est un bouton de manchette en or massif, en forme d'aigle en plein vol, dit Silas lentement, ses yeux fixés sur Higgins. Je l'ai trouvé coincé dans les lattes du plancher, juste à côté du coffre-fort. Un homme qui balance un lourd poids de fer de toutes ses forces pourrait bien casser le maillon d'une belle chemise en soie. Le visage de Higgins perdit sa couleur, devenant d'un gris pâle et maladif. Instinctivement, il essaya de tirer sa manche gauche vers le bas pour cacher son poignet, mais le maillon manquant était d'une évidence criante. « Rohr a découvert que vous falsifiez les comptes, n'est-ce pas, Josiah? » dit Silas, montant complètement sur la plateforme. Il dominait tous les hommes présents. Il vous a dit que les registres ne pourraient plus cacher le détournement de fonds. Vous avez paniqué. Vous avez attrapé le poids de fer de votre main gauche, vous lui avez fracassé le crâne et vous avez vidé le coffre pour faire croire à un vol. Puis vous êtes sorti par la porte de derrière, laissant vos empreintes de bottes de luxe dans le gel et vous avez fait le tour pour arriver devant avec le shérif et jouer les héros. « Mensonge !» hurla Higgins, sa façade immaculée se brisant. « C'est un fou. Shérif, abattez-le. Je vous ordonne de l'abattre. » Le shérif Reed dégaina son revolver. Mais avant même que le canon ne puisse se mettre en position, Silas bougea avec une vitesse terrifiante. Sa main droite massive jaillit, saisissant le barillet du pistolet du shérif, l'empêchant de tourner et de tirer. De sa main gauche, Silas sortit son propre Colt, pressant le canon d'acier froid directement dans le creux de la gorge du shérif Reed. « Lâche-le, Caleb !» gronda doucement Silas. Les doigts du shérif devinrent engourdis, et son pistolet tomba avec un cliquetis sur les planches de bois. La foule en bas éclata en un chaos total. Les mineurs criaient, montrant du doigt les poignettes de Higgins, exigeant des réponses. La vérité se dévoilait sous leurs yeux. Silas ignora la foule. Il garda son arme pointée sur le shérif et tourna son regard vers Abigail. Il tendit sa main massive et calleuse, attrapa le nœud coulant rugueux, et d'un mouvement rapide et puissant, le lui retira de la tête, le jetant de côté. Il passa ensuite derrière elle, sortant son couteau à manche en bois de serre. D'un coup sec, il coupa le cuir brut qui liait ses poignets. Abigail trébucha en avant, les bras libres. Elle s'agrippa au lourd manteau de bison de Silas pour se stabiliser, tout son corps tremblant, regardant le géant qui venait de l'arracher des griffes de la mort. « Higgins a l'argent !» cria Silas par-dessus le rugissement de la foule, s'adressant aux mineurs furieux en bas. « Vérifiez ses sacoches de sel à la livrée. Je l'ai suivi là-bas à 3 heures du matin. Il s'apprêtait à quitter la ville avec la diligence du matin pendant que vous étiez tous occupés à regarder une pendaison. » Une douzaine d'hommes se détachèrent instantanément de la foule, sprintant vers l'écurie de la livrée au bord de la ville. Higgins regarda sauvagement autour de lui, réalisant que le piège s'était complètement refermé sur lui.
Il se jeta vers les marches, mais Silas lança un bras massif, fauchant le banquier et l'envoyant s'écraser sur les planches de bois dur. Silas baissa les yeux sur Abigail, son visage robuste s'adoucissant d'une fraction. Il inclina son Stetson usé. « Comme je l'ai dit, madame, dit-il doucement, sa voix perçant la folie. Mauvais coup. Le bruit sourd de Josiah Higgins heurtant les planches de bois fut suivi d'un tumulte si assourdissant qu'il sembla faire tomber le givre des toits du saloon. Pendant un instant, la ville de Bitter Creek se tint sur le fil du rasoir, oscillant entre la loi et une émeute généralisée. Il fallut moins de 18 minutes aux mineurs pour revenir de la livrée. Ils traînèrent 2 lourdes sacoches de sel en cuir dans la boue, déversant leur contenu juste à la base de la potence. Des liasses de certificats d'argent et de lourds sacs en toile de dollars en argent, Morgan se répandirent dans la terre gelée. « Tout est là !» hurla un mineur irlandais du nom de Sullivan, le visage rouge d'effort et de fureur. Chaque centime de la paix trouvé caché sous les planches du chariot privé de Higgins. La foule se précipita en avant, leur intention meurtrière passant en un clin d'œil de la veuve au banquier. Higgins, serrant sa poitrine meurtrie sur la plateforme, recula comme un rat acculé, son costume sur mesure maculé de pois de pain et de terre. « C'est un malentendu », cria Higgins, sa voix se brisant en un gémissement pathétique. « Je sécurisais les fonds. Je les emmenais à Denver, à l'Agence nationale de détective Pinkerton. William A. Pinkerton lui-même m'a conseillé de déplacer les actifs de la ville dans un coffre-fort sécurisé. » Le rire de Silas était un son grave et rauque, comme 2 pierres qui grincent l'une contre l'autre. Il ne prit pas la peine de lever son arme. Il regarda simplement l'homme pathétique. « William Pinkerton ne laisserait pas un serpent comme vous tirer ses bottes, Josiah, et il est certain qu'il n'accepte pas les dépôts. » Le shérif Caleb Reed, réalisant que le vent avait irrévocablement tourné, recula lentement vers les marches, espérant s'éclipser dans le chaos. Mais la botte de Silas s'abattit sur la lourde planche de pain devant lui. « Tu ne vas nulle part, Caleb, » gronda Silas. Il tendit la main, sa main massive saisissant l'étoile en fer blanc épinglée sur le gilet de Reed, l'arrachant avec un bruit sec de tissu déchiré. Il jeta l'insigne dans la boue en bas. « Enfermez-les tous les 2 dans la prison. Postez une 12aine d'hommes avec des fusils de chasse à la porte jusqu'à ce que le marshal territorial arrive de Pueblo. » Alors que les mineurs furieux montèrent les marches pour traîner Higgins et le shérif déshonoré vers les cellules de fer, l'adrénaline qui avait maintenu Abigail debout s'évapora soudainement. La terreur de la corde, le froid glacial et le poids écrasant de son expérience de mort imminente la rattrapèrent d'un coup. Ses genoux fléchirent, le monde basculant violemment dans l'obscurité. Elle ne toucha pas le sol. Silas laissa tomber son lourd fusil Sharps, la rattrapant dans ses bras massifs avec une douceur qui défiait son apparence brutale. Elle était légère contre lui, fragile comme un moineau d'hiver. « Je vous tiens », murmura-t-il, sa voix un ancrage grave et stable dans le chaos tourbillonnant. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Le docteur Henderson se fraya un chemin à travers la foule, sa maillette médicale serrée contre sa poitrine. « Amène-la à la clinique, Silas. Le choc seul pourrait la tuer, sans parler du froid. » « Non, » dit Silas, ses yeux scrutant la foule en colère et imprévisible. Bitter Creek était une poudrière, et Higgins n'était pas un homme sans amis puissant et dangereux dans l'ombre. Un directeur de banque volant une paye signifiait généralement qu'il devait de l'argent à quelqu'un de pire que lui. Cette ville n'est pas encore sûre pour elle. Dès que ces mineurs auront trop bu de whisky, ils pourraient décider de prendre Higgins eux-mêmes, et quiconque se trouvera sur leur chemin, je l'emmène dans la montagne. Avant que le docteur ne puisse protester, Silas siffla brusquement. Un énorme cheval de trait, musclé et aux poils d'hiver, sortit de la ruelle à côté du saloon, ignorant les hommes qui criaient. Silas enveloppa solidement Abigail dans son lourd manteau en peau de bison. La chaleur résiduelle de son corps s'infiltra dans ses os gelés. Il la souleva sans effort sur la selle, montant derrière elle. Il éperonna le grand cheval, la foule s'écartant pour l'homme des montagnes comme la mer Rouge. Abigail se pencha en arrière contre sa large poitrine, son visage enfoui dans la laine rugueuse de sa chemise. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle se sentit entièrement, totalement protégée. La montée sur le sentier de Sangre de Cristo fut éprouvante. À mesure qu'il montait, la ville boueuse de Bitter Creek disparut sous une épaisse canopée d'épicéas bleus
et de pain ponderosa. L'air devint plus vif, mordant leurs poumons, mais le silence des hauts de forêt était un baume apaisant pour les nerfs à vif d'Abigail. Il faisait nuit quand ils atteignirent la cabane de Silas. Ce n'était pas une simple hutte de trappeur, mais une maison en rondins solide et impeccablement construite, nichée contre une falaise de granit abrupt, à l'abri des vents du nord. À l'intérieur, ça sentait la sauge séchée, le cuir tanné et la fumée de bois. Silas la porta à l'intérieur, la déposant doucement sur un large lit recouvert d'épaisses peaux de grizzly et de loup. Il travailla rapidement, allumant une allumette pour le petit bois dans l'immense foyer en pierre. En quelques minutes, un feu rugissant jeta une lueur dorée et chaude dans la pièce. Il fit bouillir de la neige fondue dans une bouilloire en fonte, préparant une tasse de thé fort à l'écorce de saule et à la chicorée. Quand il le lui apporta, elle était assise, le manteau de bison toujours enroulé autour de ses épaules. Elle prit la tasse en fer blanc, ses mains tremblant encore légèrement, et croisa son regard. « Pourquoi avez-vous fait ça? » demanda-t-elle, sa voix rauque à cause de l'abrasion de la corde. « Vous ne me connaissiez pas. Vous ne me deviez rien. Vous avez risqué votre vie contre toute une ville. » Silas approcha une chaise taillée à la main, la lumière du feu dansant sur les profondes cicatrices de ses phalanges et les rides de son visage buriné. Il la regarda vraiment. Il vit la force féroce et inflexible sous ses traits doux, la dignité tranquille qu'une fausse accusation ne pouvait briser. « Ici, madame, la nature sauvage prend déjà assez de bonne vie, » dit Silas doucement, ses yeux sombres retenant les siens. « Je n'allais pas laisser une bande d'hommes avides en costume en prendre une autre. D'ailleurs, il hésita, un fantôme de sourire touchant ses lèvres. J'ai vu comment vous avez rapiécé ces tentes en toile au magasin. Une femme dont les coutures sont aussi solides mérite un combat équitable. Pendant 3 jours, la montagne fut entièrement à eux. Un violent blizzard de début de saison déferla sur les pics déchiquetés, déposant 1,20 m de neige et coupant complètement le sentier vers Bitter Creek. À l'intérieur de la cabane, cependant, c'était un sanctuaire de chaleur et de calme. La proximité forcée fit tomber les formalités de la vie en ville. Abigail regardait Silas travailler. Il y avait un rythme hypnotique dans son existence. C'était un homme de peu de mots, délibéré, mais ses actions en disaient long. Il coupait du bois avec une puissance terrifiante, mais ses mains étaient incroyablement précises lorsqu'il sculptait des cuillères en bois près du feu ou pansait la peau éraflée et meurtrie de son cou. En retour, Abigail retrouva ses forces. Elle refusa d'être inutile. Elle prit en charge la cuisine, transformant les réserves de Silas de venaison séchée, de haricots et d'oignons sauvages en ragoûts riches et copieux qui remplissaient de la cabane d'odeurs alléchantes. Avec une aiguille en os et du tendon, elle répara une déchirure dans ses lourdes sacoches de sel en toile. Un soir, alors que le vent hurlait comme une meute de loups affamés à l'extérieur des rondins épais, ils étaient assis près du feu. Silas nettoyait ses 2 Colts, l'odeur d'huile à fusil piquante dans l'air. « Vous n'êtes pas un homme des montagnes de naissance, n'est-ce pas, Silas? » demanda soudain Abigail, interrompant sa couture. Les mains de Silas s'arrêtèrent sur le barillet de son revolver. Il leva les yeux, surpris par son intuition. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? »« Votre cabane, » fit-elle remarquer, désignant les rondins parfaitement alignés, les assemblages complexes en queue d'aronde dans les coins, et la petite étagère de livres usés reliés en cuir. Shakespeare, Milton et un volume sur la métallurgie avancée. Ceci n'a pas été construit par un trappeur sauvage. Cela a été construit par un ingénieur. Silas laissa échapper un long et lent soupir, posant l'arme. La lumière du feu attrapa une tristesse soudaine et profonde dans ses yeux. « Mon père possédait une compagnie minière en Pennsylvanie, » commença Silas, sa voix plus rauque que d'habitude. « J'ai été éduqué à Boston. Je devais reprendre l'empire familial. Mais pendant la guerre, j'étais capitaine dans l'armée de l'Union. J'ai mené des hommes à travers le massacre d'Antietam. J'ai vu ce que les hommes se font les uns aux autres quand ils portent de beaux manteaux et exécutent des ordres. Quand ce fut terminé, je ne pouvais plus supporter le monde civilisé. La politique, l'avidité, les coups bas. Les montagnes ne vous mentent pas, Abigail. Un ours vous tuera, mais il ne vous serrera pas la main d'abord. » Abigail posa sa couture. Elle s'approcha et s'agenouilla à côté de sa chaise, levant les yeux vers son visage robuste et gardé. Elle tendait la main,
sa main douce et maquée recouvrant sa main massive et cailleuse. Je pensais avoir tout perdu à la mort de mon mari, murmura-t-elle, ses yeux sombres brillant dans la lumière du feu. Je pensais que Bitter Creek était la fin de ma vie. Mais en vous regardant, je ne vois pas un homme qui se cache du monde. Je vois un homme qui attendait juste quelque chose, pourquoi il valait la peine de se battre. Silas baissa les yeux sur sa main, le souffle coupé. Pour la première fois en 10 ans, la forteresse gelée autour de son cœur commença à se fissurer. Il retourna lentement sa main, entrelaçant ses doigts épais avec les siens. Il se pencha, l'odeur de ses cheveux, comme la pluie et la fumée de bois, remplissant ses sens. Abigail, murmura-t-il, l'espace entre eux disparaissant. Mais avant que leurs lèvres ne puissent se rencontrer, la tête de Silas se tourna brusquement vers la lourde porte en chêne. Son comportement tout entier passa de celui d'un amant doux à celui d'un prédateur alpha en une fraction de seconde. Il se leva brusquement, la tirant vers le haut et derrière lui. « Silas, qu'y a-t-il » demanda-t-elle, son cœur martelant contre ses côtes. « Le vent, dit-il, ses yeux se rétrécissant alors qu'il attrapait son fusil Sharps. Il a changé de ton. Quelque chose bloque le tirage dans la cheminée. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers une minuscule fente non givrée dans la vitre. Le blizzard était d'un blanc aveuglant. Mais Silas n'avait pas besoin de voir. Il connaissait la montagne. Higgins, gronda doucement Silas, sa mâchoire se crispant. Il ne volait pas cet argent pour lui-même. Il le volait pour le syndicat foncier du Colorado. Les hommes qui veulent racheter les mineurs quand ils seront ruinés. Comment le savez-vous? Parce que des adjoints ordinaires ne moulent pas une montagne dans un blizzard, dit Silas, reculant de la fenêtre et tendant à Abigail l'un de ses Colts chargés. Mais des tueurs à gages du syndicat, oui, et ils ne sont pas ici pour nous arrêter, Abigail. Ils sont ici pour effacer les témoins. Un bruit sourd et écœurant résonna contre la porte en chaîne renforcée. Quelqu'un avait apporté un bélier. Silas arma le chien de son fusil pour Bison, le cliquetis mécanique fort dans le silence tendu. Il se retourna vers Abigail, ses yeux brillants d'un feu protecteur féroce qui lui coupa le souffle. « Restez derrière le foyer en pierre », ordonna Silas, se plaçant au centre de la pièce. « Personne ne vous touchera ce soir. Pas tant que je respirerai. » Le deuxième coup sur la porte en chaîne renforcée sonna comme un coup de canon. Les lourdes charnières en fer gémirent et une poussière de calfeutrage tomba des murs en rondins. Dehors, le blizzard hurlait, mais par-dessus le vent hurlant, les cris rauques et étouffés d'hommes violents déchiraient la nuit. Silas Boone ne broncha pas. Il leva son énorme fusil Sharps pour Bison, visant le centre de la lourde porte. « Abigail, dit-il, sa voix d'un calme terrifiant. Gardez la tête sous les pierres. Quand ils entreront, ils tireront à l'aveugle dans la pièce. Attendez mon signal. » Abigail s'accroupit derrière l'immense foyer en granit, l'acier froid du revolver Colt lourd dans ses mains tremblantes. La lumière du feu vacillait sur son visage pâle. Elle n'était pas une tueuse, elle était une couturière, une veuve qui avait passé sa vie à essayer d'éviter les aspérités du monde. Mais en regardant Silas, debout comme un titan immuable entre elle et les ténèbres, un feu protecteur féroce s'enflamma dans son sang. Elle arma le chien avec son pouce. Le clic fut d'une finalité absolue. Crac! Le centre de la porte en chaîne se fendit vers l'intérieur sous la force d'un lourd bélier emprunt. La barre de verrouillage se brisa. La porte s'ouvrit violemment, laissant entrer une nappe horizontale aveuglante de neige et de vent glacial qui fit instantanément chuter la température de la cabane. Dans l'embrasure de la porte se tenaient 3 hommes enveloppés dans de lourds manteaux, leurs visages masqués par des bandanas gelés. C'étaient des hommes de main du syndicat, des tueurs aux yeux durs venus de la tête de ligne de Pueblo. À leur tête se trouvait un homme dont la réputation était une tache sombre sur le territoire. Shotgun John Collins, un véritable et impitoyable tueur à gages connu pour avoir expulsé des fermiers récalcitrants pour les barons du chemin de fer. Il pointa un fusil de chasse à double canon de calibre 10 dans la pièce. Silas tira le premier. Le fusil Sharps rugit. Un coup de tonnerre assourdissant dans l'espace confiné. La force cinétique pure de la lourde balle de calibre 50 frappa l'homme à côté de Collins en pleine poitrine, le soulevant de ses bottes et le projetant en arrière dans la neige aveuglante. Avant même que la fumée ne puisse se dissiper, Silas laissa tomber le fusil à un coup et dégaina ses 2 Colts avec une vitesse fulgurante. Il actionna le chien du pistolet droit,
envoyant une grêle de plomb dans l'embrasure de la porte. Un autre tueur tomba, se tenant la cuisse brisée, hurlant en roulant dans la congère. Mais Collins était un vétéran de 100 escarmouches sanglantes à la frontière. Il tomba sur un genou, évitant la volée de Silas, et tira les 2 canons de son fusil à l'aveugle dans la cabane. La chevrotine déchira la pièce comme un essaim de frelons en colère. La poterie vola en éclats, les chaises en bois se fendirent, et une lourde pluie de plomb rongea les rondins à quelques centimètres de la tête de Silas. Silas se cacha derrière la lourde table en chêne qu'il avait renversée pour se couvrir, mais il ne fut pas assez rapide. Un plomb perdu l'atteignit à l'épaule gauche, déchirant la lourde peau de bison et s'enfonçant dans son muscle. Silas grogna, son bras gauche devenant momentanément engourdi. Il laissa tomber son Colt de la main gauche. « Boone !» cria Collins depuis le porche, rechargeant son fusil dans l'obscurité. « Le syndicat veut la femme. Envoyez-la et vous pourrez continuer à respirer votre air de montagne. Vous n'avez aucun intérêt dans cette affaire. » Silas pressa sa main droite contre son épaule ensanglantée. Il regarda Abigail. Ses yeux étaient grands de terreur. Mais elle tenait le revolver à 2 mains, le visant fermement vers la porte. « J'ai un intérêt maintenant, Collins !» cria Silas en retour, sa voix rauque de douleur. Silas attrapa une lourde poêle en fonte sur le sol à côté de lui. D'un geste puissant, il la projeta droit dans le foyer rugissant. L'impact envoya une énorme gerbe de braise rouge incandescente et de cendres aveuglantes dans la pièce, obscurcissant tout dans un nuage de fumée grise épais et suffocant. « Maintenant, Abigail, tirez vers la porte !» rugit Silas. Abigail pressa la détente. Le lourd recul du Colt lui meurtrit la paume, mais l'arme aboya, en voyant une balle de calibre 45 siffler à travers la fumée. Elle tira encore et encore, poussée par une adrénaline pure et désespérée. Elle ne pouvait pas voir si elle avait touché quelque chose, mais le tir de couverture força Collins à plonger du porche dans la neige profonde pour éviter le barrage. Profitant de la diversion, Silas se jeta vers la porte brisée. Il ne tira pas. Il se déplaça avec la grâce silencieuse et terrifiante d'un puma. Alors que Collins se relevait de la congère pour viser avec son fusil, Silas était déjà sur lui. Silas enfonça sa lourde botte dans le genou de Collins. Les os se brisèrent avec un craquement écœurant. Collins hurla, laissant tomber le fusil. Avant que le tueur ne puisse atteindre le revolver à sa hanche, Silas sortit son énorme couteau de chasse à manche en bois de serre. Il n'utilisa pas la lame. Il abattit le lourd pommeau en laiton sur la tempe de Collins. L'homme de main s'effondra dans l'ennegage, inconscient. La nuit devint soudainement terriblement silencieuse. Le seul son était le hurlement du blizzard. Silas se tenait au-dessus des corps, sa poitrine se soulevant, son bras gauche dégoulinant de sang sombre sur la neige blanche immaculée. Il repoussa les armes des hommes d'un coup de pied dans les congères. « Silas !» Abigail sortit en courant de la cabane, le vent fouettant ses cheveux sombres autour de son visage. Elle laissa tomber l'arme et courut vers lui, voyant le sang imbiber son manteau. « Tu es touché. »« C'est juste de la chair et du muscle, » grinça Silas, oscillant légèrement. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle le froid mordant et la douleur lancinante. « Aide-moi à refermer la porte. La tempête nous gèlera à mort avant le matin. » Ils luttèrent pour remettre la lourde porte en chêne éclatée dans son cadre, la barricadant avec la lourde table en bois et l'enclume de Silas. À l'intérieur, le feu s'était réduit à des braises rougeoyantes. Abigail ne perdit pas de temps. La veuve douce et terrifiée avait disparu, remplacée par une femme forgée dans les feux de la survie. Elle dépouilla Silas de son lourd manteau et déchira sa chemise de flanelle ensanglantée. Avec de la neige fondue, elle nettoya la blessure. La chevrotine était logée profondément dans son deltoïde. « Je dois l'enlever, dit-elle, sa voix ne tremblant que légèrement alors qu'elle tenait ses ciseaux de couture dans les flammes pour les stériliser. « Où ça va pourrir ?» acquiesça Silas, mordant une lanière de cuir de sa selle. « Fuis-le. » Ce furent 10 minutes éprouvantes et sanglantes. Les mains d'Abigail, entraînées à coudre de la dentelle délicate, creusaient maintenant dans la chair déchirée pour extraire le morceau de plomb déchiqueté. Quand il tomba enfin avec un cliquetis dans la bassine en fer blanc, Silas laissa échapper un souffle rauque, s'affaissant contre le mur. Abigail remplit rapidement la blessure d'Achillée millefeuille séchée de ses provisions et la banda fermement avec du lin propre. Elle s'assit sur ses talons, les mains tachées de son sang,
épuisée et frissonnante. Salas tendit son bras droit valide, l'attirant doucement contre sa poitrine. Elle posa sa tête sur son cœur, écoutant le battement régulier et fort. « Tu m'as sauvé la vie ce soir, Abigail, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu as sauvé la mienne hier, » répondit-elle en fermant les yeux. « Higgins les a envoyés, » dit Silas, sa voix se durcissant alors qu'il fixait les braises. « Il sait que les mineurs ne le retiendront pas longtemps sans preuve de ses crimes plus importants. S'il paye sa caution et atteint un bureau de télégraphe, le syndicat enverra 50 hommes la prochaine fois. Ils veulent la vallée de Bitter Creek. Ils veulent l'or sous la ville, et ils brûleront la ville pour l'obtenir. » Abigail leva les yeux vers lui. « Les registres. Quand j'étais à la banque, j'ai entendu M. Rohr crier à propos des registres. Higgins n'a pas seulement volé la paie. Il saisissait toutes les concessions minières. C'est ce qu'il cachait. » Les yeux de Silas se rétrécirent. « Si nous trouvons ces registres, nous pouvons le faire pendre légalement. Nous devons y retourner. » « Quand? » « Dès que la tempête se calmera. » Silas resserra son étreinte sur elle. « Je ne te laisserai plus fuir, Abigail. Nous allons finir ça. » Le blizzard cessa à l'aube. 2 jours plus tard, laissant les montagnes de sangrés de cristaux ensevelies sous une couverture blanche, aveuglante et silencieuse. Silas et Abigail descendirent les lacets traîtres et enneigés sur le dos de l'énorme cheval de trait. Le bras gauche de Silas était solidement attaché à sa poitrine, mais sa main droite reposait près de la crosse de son cône. Bitter Creek ressemblait à une ville fantôme sous la neige épaisse. Mais alors qu'ils entraient dans la rue principale, ils virent une foule rassemblée devant le palais de justice. Debout sur le trottoir en bois, flanqué de 4 tueurs à gages, se trouvait Josiah Higgins. À côté de lui se tenait un homme portant un long et coûteux manteau en peau de castor et un chapeau melon parfaitement formé. L'étranger rayonnait d'autorité et d'arrogance. Et face à eux, l'air furieux mais en infériorité numérique, se trouvait un détachement de vrais hommes de loi. À leur tête se trouvait le marshal territorial Thomas J. Carr, un légendaire homme de loi de la vie réelle, connu dans tout le Colorado pour sa nature incorruptible et sa volonté de faire. Silas arrêta le cheval au bord de la foule. Il aida Abigail à descendre, la gardant derrière sa large épaule. « Vous n'avez aucune juridiction pour me retenir, Marshal Carr, » disait Higgins en ricanant à l'homme de loi. « Le shérif local agissait sous la contrainte. L'argent a été récupéré. J'ai le soutien total du syndicat foncier du Colorado, et ce monsieur ici est leur principal conseiller juridique. » Marshal Carr, un homme sévère avec une moustache grise et des yeux bleus froids, mâchonnait un cigare. « Vous avez une ville pleine de mineurs qui disent que vous avez piégé une veuve et essayé de voler leur paie, Higgins. Je ne vous laisserai pas partir d'ici avant qu'un juge fédéral ne le dise. »« Les mineurs sont des brutes illettrés, » cria Higgins. « Il n'y a aucune preuve de coup monté. La femme s'est enfuie comme un chien coupable. » « Elle ne s'est pas enfuie. » Une voix profonde et résonnante se répercuta dans la rue gelée. La foule s'écarta alors que Silas Boone s'avançait, Abigail marchant, grande et résolue, à ses côtés. Des halètements parcoururent les habitants de la ville. Ils avaient cru que l'homme des montagnes et la veuve étaient morts de froid dans le blizzard. Le visage de Higgins devint blanc comme un linge. L'avocat du syndicat recula instinctivement. « Boone !» balbutia Higgins, pointant un doigt tremblant. « Marshal, arrêtez cet homme! Il a attaqué le shérif. Il a enlevé une meurtrière condamnée. » « Je l'ai retiré des mains d'une foule de lyncheurs menée par un voleur, » dit Silas, ses yeux fixés sur Higgins. Il s'approcha directement du marshal. « Marshal Carr, il y a 3 nuits, Higgins a envoyé Shotgun John Collins et 2 voyous du syndicat sur le pic de l'homme mort pour assassiner cette femme et moi. Ils sont enterrés dans une congère devant ma cabane en ce moment. Vous pouvez envoyer vos adjoints vérifier. » La ville éclata en une frénésie de murmures. Le nom de Shotgun Collins portait un poids lourd et sombre. « Est-ce vrai, Boone? » demanda le Marshal Carr, sa main reposant sur sa ceinture de pistolet. « C'est pire, Marshal. » Abigail s'avança, sa voix ne tremblait pas. Elle regarda les hommes qui l'avaient hué quelques jours auparavant, et ils baissèrent les yeux de honte. « Monsieur Higgins n'a pas tué Thomas Rohr pour la paix. Il l'a tué parce que Rohr a trouvé les registres cachés. Higgins a illégalement modifié les titres de propriété des concessions minières locales, les transférant au syndicat.
Les mineurs, auparavant simplement en colère pour leur paix, réalisèrent soudain que leurs moyens de subsistance même avaient été volés. Un grondement sourd et dangereux s'éleva de la foule. « Où sont ces registres, Madame Sterling ?» demanda le Marshal Carr. « Je... » hésita Abigail. « Je ne sais pas. Higgins a dû les cacher après le meurtre. » Higgins laissa échapper un rire cruel et triomphant. Un mensonge désespéré d'une femme désespérée. « Vous n'avez rien. Aucune preuve. Pas de registre. Rien que la parole d'un homme des montagnes fous. » En fait, interrompit doucement Silas. Il tourna son regard vers l'avocat du syndicat au chapeau melon. « Vous êtes bien confiant pour des hommes debout sur une poudrière. Voyez-vous, quand j'ai suivi Higgins jusqu'à la livrée le matin de la pendaison, j'ai trouvé l'argent. Mais Higgins est un homme avide. Il n'aurait pas laissé derrière lui sa poule aux œufs d'or. » Silas passa devant Higgins et monta sur le porche de la banque. Il regarda les lourds rideaux de velours qu'Abigail avait été engagée pour réparer. « Abigail, quand vous avez trouvé Roar, la porte de derrière était ouverte, n'est-ce pas? »« Oui, dit-elle. Higgins l'a frappé, a ouvert le coffre et est sorti en courant par l'arrière, dit Silas, reconstituant la scène pour le Marshal. Mais il avait les registres dans les mains. Il ne pouvait pas courir dans la neige avec d'énormes livres en cuir sans que quelqu'un ne les voie. Il a dû les cacher rapidement. Silas tendit la main et attrapa la lourde tringle à rideau en laiton orné au-dessus de la fenêtre de la banque. D'une traction violente de son bras valide, il arracha l'ensemble du mur. Les lourds rideaux de velours s'effondrèrent. Nichés parfaitement à l'intérieur de la boîte de cantonnière en bois creusé au-dessus du cadre de la fenêtre, se trouvaient deux épais registres en cuir noir. Silas les jeta dans la boue aux pieds du Marshal Carr. « Je pense que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin là-dedans, Marshal, » dit Silas, « y compris la signature de notre ami ici avec le chapeau melon. » Le Marshal Carr ramassa les registres, feuilletant les pages, son expression s'assombrissant à chaque seconde. Il leva les yeux, ses yeux durs comme du silex. « Josiah Higgins, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Thomas Roar, détournement de fonds et fraude électronique fédérale. » « Les gars, dit-il à ses adjoints, menottez l'avocat aussi. » Higgins paniqua. Il se jeta sur le revolver du tueur à gages à côté de lui, se retournant pour le pointer directement sur la poitrine d'Abigail. « Si je suis pendu, elle ira en enfer avec moi. » Le coup de feu retentit, se répercutant sur les montagnes. Mais ce n'est pas l'arme de Higgins qui a tiré. Silas avait dégainé son Colt avec une vitesse fulgurante, tirant un seul coup. La balle frappa Higgins en plein dans l'épaule droite, le faisant tournoyer et envoyant son arme voler dans la neige. Higgins s'effondra, hurlant d'agonie. Silas ne le regarda même pas tomber. Il rengaina son arme et se tourna vers Abigail, la tirant contre son côté valide, la protégeant de la violence. Les adjointes du Marshal Carr envahirent Higgins et les hommes du syndicat, les traînant vers les barreaux de la prison. La foule de mineurs, réalisant qu'Abigail et Silas venaient de sauver leur concession et leur ville, éclata en acclamations assourdissantes. Sullivan, le mineur irlandais, jeta son chapeau en l'air. Le Marshal Carr s'approcha de Silas et Abigail. Il toucha le bord de son chapeau. « Le territoire du Colorado vous doit une dette, Boone. Et Madame Sterling, je m'excuse au nom de la loi. Vous avez été lésée, mais la justice a rattrapé son retard aujourd'hui. »« Merci, Marshal, » dit doucement Abigail. Silas regarda la rue boueuse et acclamante de Bitter Creek. La ville était en sécurité, mais elle sentait toujours l'avidité et le whisky. Il baissa les yeux sur Abigail. « Tu veux rester ?» lui demanda-t-il doucement. « Tu es une héroïne ici maintenant. Tu pourrais choisir la vie que tu veux. » Abigail leva les yeux vers l'homme des montagnes qui l'avait arraché à la potence, mené une guerre pour elle et mis à genoux un empire corrompu. Elle tendit la main, sa main traçant doucement la ligne rugueuse et marquée de sa mâchoire. « J'ai déjà la vie que je veux, » sourit-elle, ses yeux plus brillants que le soleil d'hiver se reflétant sur la neige. « Ramène-moi à la maison, Silas. Ramène-moi à la montagne. » Silas Boone sourit, un vrai sourire sincère qui transforma son visage robuste. Il la souleva sur la selle du grand cheval montant derrière elle. Sans un regard en arrière pour la ville en liesse, ils quittèrent Bitter Creek, se dirigeant haut dans la forêt silencieuse et éternelle, où l'air était pur et où la justice sauvage des montagnes régnait en maître. Si cette histoire de justice de la frontière, de potence truquée et d'une romance sauvage en montagne a fait battre votre cœur, ne laissez pas la légende s'arrêter ici.
L'histoire est pleine de ces récits incroyables et enfouis, des histoires vraies de courage, de survie et d'amour indestructible face à la corruption absolue. L'Ouest n'a pas été conquis par les politiciens. Il a été conquis par des hommes et des femmes comme Silas et Abigail qui ont refusé de se plier à la tyrannie. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous souteniez Silas. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les duels de western authentiques et captivants. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et palpitantes, venues des confins sauvages de l'histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous survécu au blizzard sur le pic de l'homme mort? Dites-le nous. Et restez à l'écoute pour la prochaine légende.